Bonjour les terminales, vidéo consacrée au dernier chapitre de l'année, chapitre 9, statistiques. Et il va être pas très compliqué, vous allez voir, après ce chapitre, l'année sera terminée. Vous aurez vu tout le programme de mathématiques et on sera en vacances, on n'aura plus rien à faire en maths. Attendez, excusez-moi. Oui, bonjour monsieur. Monsieur l'inspecteur, bien ou bien? De quoi j'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce que j'ai oublié? Les sujets de bac, mais oui, bien sûr, il faut travailler les sujets de bac. Je sais, c'est la dernière fois et après je serai viré. Ça fait 3 ans que vous me le dites. Oui, monsieur l'inspecteur. Oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Bon, allez, TG, je sais pas que ça va foutre. Oui, donc, petite parenthèse sur les sujets de bac qu'on fera après. On devait les faire en classe, naturellement. J'avais prévu une bonne période pour ça. Malheureusement, il y aura une partie de confinement là-dedans. Du coup, vous ferez des sujets de bac à distance, c'est-à-dire qu'en fait, je vais en proposer un, je vous laisserai un peu de temps pour le faire, et puis après, je le corrigerai en vidéo. On décidera ensemble de la fréquence de sujets de bac que je vous donnerai, je sais pas, 2 par semaine, 3 par semaine, j'en sais rien, sachant que ça prend en moyenne 45 minutes par sujet de bac. On verra, on s'organisera ensemble. Bref, là, on parle du chapitre 9, d'accord, les stats, où vous allez justement apprendre à créer 2 intervalles. Premier objectif, intervalle de fluctuation. Et en fait, pour ceux qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose de concret, vous allez jouer le rôle d'un enquêteur. Vous allez vous mettre dans la peau de quelqu'un qui enquête et qui regarde des données falsifiées et qui va prendre une décision si oui ou non ce sont des vraies ou des fausses. Vous allez voir, c'est super intéressant. Intervalle de confiance, vous allez jouer le rôle d'une personne qui fait des estimations. Par exemple, un sondage, vous avez des données en face de vous et vous allez estimer grâce au sondage qui est en mesure de remporter l'élection. Première partie, intervalle de fluctuation. Vous allez donc jouer le rôle d'un enquêteur. Alors, je prends un exemple très simple. Vous allez au supermarché, vous allez chercher un paquet de biscuits, vous regardez au dos et vous allez voir tout un tas d'engagements pris par la marque. Par exemple, ça peut être 10% de sucre en moins que la moyenne des produits du marché. Ça peut être sans édulcorant, sans arôme artificiel, ou alors tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Bref, tout ça pour vous inciter à acheter le produit. Vous, en tant que client, c'est pas évident, il faut prendre un peu de recul, mais vous n'êtes pas forcément en mesure de déterminer si l'information est vraie ou alors si elle pourrait être fausse. Il faut savoir que ça, c'est un métier, décerner le vrai du faux. Ce sont des enquêteurs qui vont justement analyser ces informations-là. Ils vont prendre par exemple des échantillons, ils vont faire des calculs dessus, ils vont observer, et puis à la fin, ces personnes-là donc vont prendre une décision. Elles vont trancher. Il n'y a que 2 décisions possibles. La première, c'est de dire que tout va bien, tout est conforme. Donc dans ce cas-là, on peut dire que l'enquêteur a perdu son temps parce qu'il a peut-être travaillé plusieurs jours pour au final dire qu'il n'y a pas de problème. La deuxième décision sera très importante, elle sera de grosses conséquences. C'est de dire que ce n'est pas conforme et que je me permets de dire que la publicité est officiellement mensongère. Et donc là, ça peut aller jusqu'à une attaque en justice. Donc il y a beaucoup de responsabilités pour ces personnes-là, forcément, parce qu'elles doivent trancher. Il n'y a que 2 décisions, comme je viens de dire, il n'y a pas de 3e décision. Ce serait quand même bizarre de travailler plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et à la fin de dire c'est peut-être de la publicité mensongère, c'est probable, mais je ne sais pas en fait. Alors on ne peut pas dire ça, c'est soit oui, soit non. Alors on imagine du coup qu'il peut y avoir des erreurs. C'est clair, avec les statistiques, en fait, en général il n'y a pas d'erreur, c'est plutôt fiable. Mais parfois, on peut être dans un cas particulier, ou alors ça peut être tout simplement un concours de circonstances, ou alors un facteur extérieur qu'on a négligé. Et donc dans ces cas-là, on peut être amené à prendre de mauvaises décisions. Il y a 2 cas possibles. Soit on prend la décision de dire que tout est conforme alors que la publicité en fait était mensongère, ça c'est la première erreur, c'est-à-dire en fait de laisser en liberté un menteur. Soit la 2e décision, ce serait justement d'attaquer en justice ou d'ouvrir un procès sur une entreprise qui était sincère. Alors, à votre avis, quelle est l'erreur la plus grave? Eh bien, c'est la 2e, c'est-à-dire remettre en question quelqu'un qui était sincère. Donc vous allez jouer ce rôle-là. On va partir d'un exemple très simple qui est au tableau, qu'il faudra recopier, et ne vous inquiétez pas, ce sera en version très simplifiée. Donc là, on est sur un fournisseur de pommes qui assure que 85% de ces pommes récoltées sont commercialisées, et donc 15% des autres pommes sont jetées. Vous menez votre enquête, et vous allez une après-midi là-bas, et vous observez tout simplement. Sur un échantillon de 400 pommes, vous observez que 316 d'entre elles sont commercialisées. Et donc, avec cette petite information-là, on n'en a pas besoin de plus, vous allez être en mesure de prendre une décision, de trancher. C'est-à-dire que conclure,
soit il ne se passe rien, c'est bon, 85%, il n'y a pas de problème, j'ai rien à dire, soit, bah non, la personne ment, c'est pas 85%, c'est un peu moins. Et dans ce cas-là, c'est de la publicité mensongère et c'est assez grave. La démarche. Donc la première étape, ça va être une étape très logique. Vous allez simplement regarder la fréquence d'apparition de pommes commercialisées dans votre échantillon. Le petit calcul, c'est 316 divisé par 400. Vous trouvez 0,79, ça correspond donc à 79% de pommes vendues dans votre échantillon. Donc là, vous allez me dire, bah oui, mais 79, c'est pas 85%. Alors là, il faut faire très attention. Déjà, d'une, vous n'allez pas forcément tomber sur 85%. C'est pas parce qu'on trouve 84 ou 86 que ça marche pas. Hein. Justement, il faut que ça soit proche de 85. Et deuxièmement, ça va dépendre de la taille de l'échantillon. Il faut savoir que plus l'échantillon est grand, plus nos résultats seront fiables. D'accord ? Et peut-être que 400, c'est pas assez grand. Là, l'écart entre 79 et 85, qui est de 6%, il n'est peut-être pas si choquant que ça. Donc là, on doit faire un peu plus de calcul. Étape 2, ça va se corser un petit peu. Vous allez devoir retenir en fait un intervalle assez compliqué, intervalle de fluctuation de la fréquence. Donc c'est l'intervalle que j'ai écrit en rouge. Alors attention à la formule, renotez bien ça proprement. Donc entre crochets, point virgule au milieu. À gauche, vous avez P moins 1,96 racine 2. Au-dessus, on a P fois A moins P sous la racine. Et en dessous, sous la racine, on a N. Et là, pareil, si vous retenez la partie gauche, vous allez savoir retenir la partie droite parce qu'on change simplement le moins en plus. Sinon, c'est la même expression. Là, pour l'instant, dans cet intervalle, il y a deux paramètres inconnus. Il y a deux lettres, deux variables. Il y a la variable P et la variable N. Donc N, notez bien que c'est la taille de votre échantillon. Donc vous allez remplacer N par 400. Et P, c'est la proportion théorique annoncée par le fournisseur. Donc attention, les résultats, mettez-les bien en nombre compris entre 0 et 1, en version probabiliste, d'accord ? Ne mettez pas les résultats en pourcentage, ne mettez pas 85, vous mettez 0,85. C'est bien la proportion annoncée par le fournisseur. Bref, vous faites ces calculs-là, donc sur votre calculatrice, notez bien 0,85 moins cette formule-là, et quand vous croisez P, vous remplacez par 0,85, donc ici aussi, et quand vous croisez N, vous remplacez par 400. Si vous faites bien votre travail, vérifiez bien de votre côté, vous obtenez ça comme intervalle. I égale environ, on arrondit au millième, 0,815, 0,885. Et donc on peut convertir en pourcentage, ça donne 81,5% et 88,5% en multipliant bêtement par 100. Dernière étape, la prise de décision. Vous allez être dans l'un des deux cas suivants. Soit votre fréquence de l'étape 1 appartiendra à l'intervalle, du coup vous annoncerez officiellement que tout est conforme, pas de problème. Soit votre fréquence n'appartiendra pas à l'intervalle, et là vous allez remettre officiellement en question les propos du fournisseur ou de l'entreprise, si c'est une entreprise. Donc là, on regarde, j'ai tout noté en pourcentage pour que ce soit plus simple pour vous. La fréquence est de 79%, on l'a trouvé à l'étape 1, et à l'étape 2, on a trouvé un intervalle de, entre crochets, 81,5%, 88,5%. Alors là, il est clair que la fréquence n'appartient pas à l'intervalle. 79 n'est pas entre 81,5 et 88,5. Du coup, on est dans la situation numéro 2 et on va remettre officiellement en cause le fournisseur. Mais il fallait faire bien attention. L'étape 2 était indispensable. Si par exemple, nous avions trouvé 82%, 82, c'est pas 85. Mais dans ce cas-là, nous aurions été dans la situation numéro 1. Parce que 82%, c'est bien entre ces deux bornes-là. Vous voyez, il faut faire très très attention. Là, ces deux bornes-là, en fait, c'est l'oscillation maximale permise par la fréquence. En fait, il est permis que la fréquence puisse se balader entre 81,5% et 88,5%, mais elle ne peut pas aller au-delà. Si elle est au-delà, c'est louche, et dans ce cas-là, on annoncera qu'il y a un mensonge. Donc ici, la fréquence n'appartient pas à l'intervalle, donc on va écrire que F n'appartient pas à I. Donc on remet en cause les propos du fournisseur. La partie se termine, et je pense que vous avez plutôt bien compris la démarche. Mais avant ça, avant de passer à la suite, il nous reste quand même la gestion du risque. Je vous ai dit en début de partie que prendre une décision, ça pouvait être risqué, on pouvait faire des erreurs. Donc là, où sont les erreurs? Alors que ce soit clair, l'intervalle mathématique que vous avez construit avec moi à l'étape 2, il a été bâti de sorte à ce que l'erreur arrive dans au plus 5% des cas. Du moins cette erreur-là. L'erreur la plus grave, c'est-à-dire remettre en cause quelqu'un qui avait raison. Ce qui pourrait se passer dans 5% des cas, c'est que en fait, le fournisseur est bien une proportion de 85% de pommes commercialisées, mais qu'en fait, il n'a pas eu de chance et on tombe sur quelque chose en dehors de l'intervalle.
mais ça arrive dans 5% des cas. Donc là, on remet en cause les propos du fournisseur et on a 95% de chances de ne pas se tromper. Donc en fait, on a 5% d'erreur. Voilà pour la première partie. Deuxième objectif, la création d'un intervalle de confiance. Alors là, on oublie l'enquête, etc. On est plutôt dans une histoire d'estimation. C'est-à-dire qu'on a en fait une proportion globale inconnue. Là, en l'occurrence, ça va être la proportion de personnes votant pour tel ou tel candidat le jour de l'élection. Et en fait, on souhaite l'estimer en regardant simplement un échantillon de la population. Donc là, on est sur l'ensemble de la population française, d'accord ? On ne sait pas ce qui va se passer le jour de l'élection. Par contre, pour en avoir une idée, on va interroger 2500 personnes. Et il s'avère que 1175 votent pour A. Et là, clairement, je l'écris noir sur blanc, le jour du bac, on vous dira créer un intervalle de confiance. Sans pour autant deviner exactement ce qui va se passer, ça va nous donner une idée globale. Plus on interroge de personnes, plus l'idée sera précise, plus l'information sera pertinente. La première étape de la démarche, ça va être comme dans la démarche précédente. Vous n'avez pas beaucoup d'informations, donc vous allez d'abord calculer la fréquence. La fréquence de personnes votant pour A, ici dans l'exemple. Donc il suffit de faire une petite division, la même que tout à l'heure. 175 sur 2500, ça nous donne 0,47, d'accord ? Ce qui correspond à 47% de personnes du sondage votant pour A. Donc ça, c'est une information que l'on va garder précieusement. Étape 2, création de l'intervalle de confiance. Vous voyez qu'il y a quand même des similitudes avec l'objectif 1. L'étape 2 est aussi consacrée à la création de l'intervalle. Sauf que là, cet intervalle, c'est un intervalle de confiance, il est plus simple. Regardez un petit peu par vous-même, l'écriture est assez réduite. Donc f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. N joue le même rôle que le n de l'objectif 1. C'est la taille de l'échantillon, donc là c'est pas 400, c'est 2500. Et la fréquence, qui est celle de l'étape 1, 0,47. A noter que ce n'est pas P, c'est F ici. C'est une bonne différence, c'est parce que tout simplement, P, on ne connaît pas la proportion. On souhaite justement l'estimer. On veut savoir ce qui se passera le jour de l'élection, donc on veut connaître la proportion P des personnes qui voteront pour le candidat le jour J. Donc là, on ne le connaît pas, donc on va se contenter de F à sa place. Et donc 0,47, 2500, on obtient cet intervalle-là, entre crochets, 0,45, 0,49, intervalle de confiance, avec, comme tout à l'heure, une conversion en pourcentage pour ceux qui le souhaitent. Étape 3, dernière étape, on estime, c'est-à-dire qu'il convient d'écrire simplement la phrase derrière moi ici, la proportion finale de personnes qui voteront pour le candidat A le jour de l'élection. On ne sait pas combien elle vaudra exactement, mais grâce à l'intervalle de confiance, on a quand même une idée assez précise. On sait que cette proportion elle sera comprise entre 47% et 51%. Nous ne sommes pas sûrs de nous, on a 5% de chance de se tromper. Il y a 5% de chance que la proportion elle soit en dehors de notre intervalle de confiance. Okay, c'est exactement le même pourcentage d'erreur que celui de l'objectif 1, toujours 5%. Le jour du bac, vous pouvez écrire ça, ou alors, entre parenthèses, sur à 95%, ou 95% de chance d'avoir raison. Voilà pour l'objectif numéro 2, et ça termine les deux objectifs du chapitre. Question très importante que vous vous posez déjà sûrement, comment savoir quel intervalle utiliser? Admettons que vous soyez le jour du bac, que vous voyez qu'il faut utiliser un des deux intervalles parce qu'il y a une histoire d'échantillon, on est dans un exercice de proba, mais vous ne savez pas lequel. Alors, dans ces cas-là, vous allez faire du repérage de mots-clés, c'est très facile. Pour les intervalles de confiance, c'est quasiment toujours écrit noir sur blanc, c'est-à-dire déterminer un intervalle de confiance, ceci, cela. Donc là, vous avez la réponse tout de suite. Quand ce n'est pas écrit intervalle de confiance, ça veut dire qu'en général, ce sera l'autre. Là, vous avez deviné. Intervalle de fluctuation, pour lui, ce ne sera pas toujours écrit, justement. Par contre, vous allez pouvoir être en mesure de deviner, c'est-à-dire que ce sera écrit, par exemple, déterminer si l'affirmation du gérant est vraie ou fausse. Ou alors, est-ce que je peux remettre en question les propos du chef d'entreprise? Ou alors, je formule l'hypothèse suivante, le gérant est un menteur, que pensez-vous de cette hypothèse? Est-ce que vous la validez ou pas? Autrement dit, si vous ressentez que vous avez une décision à prendre, c'est l'intervalle 1. Si vous voyez intervalle de confiance, c'est l'intervalle 2. Si vous voyez aussi écrit noir sur blanc intervalle de fluctuation, forcément c'est l'intervalle numéro 1. Voilà. Petite précision sur les paramètres N et P. C'est pas très important, comme je l'ai écrit, c'est rarement demandé, voire très rarement demandé. J'ai vu ça qu'une seule fois dans les sujets de bac des 3-4 dernières années, et encore ça valait très peu de points. Toujours est-il qu'il faut avoir à l'esprit quand même que les démarches qu'on vient d'appliquer ne marchent pas dans des cas de figure particuliers. Par exemple,
si on construit un échantillon d'un nombre d'individus plus petit que 30. Il faut au moins qu'il y ait 30 personnes dans notre sondage. Ou alors, dans le premier exemple de l'enquête, il fallait au moins qu'il y ait un échantillon de taille 30. En l'occurrence, c'était 400, ça marchait bien. Autre critère à respecter, c'est que n fois p et n fois 1 moins p soient tous les deux supérieurs ou égaux à 5. Mais comme je vous dis, ce ne sera pas une importance capitale à savoir pour vous. Les exercices à faire maintenant, il y en a 4. 4 obligatoires, je ne vous en demande pas énormément. C'est des exercices qui seront sur un poly que je vais vous donner sur Messenger en même temps que la vidéo. 19 et 21 du poly pour la partie fluctuation, 30 et 31 pour la partie confiance. Si je peux vous donner un conseil valable pour toute la feuille d'exercice, c'est toujours faire les 3 étapes. C'est-à-dire les 3 étapes, pas des suites, les 3 étapes de la vidéo. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué parce qu'il y a une question qui est tournée différemment, vous ne comprenez pas trop le problème, vous revenez au point de départ, vous recommencez, vous faites étape 1, étape 2, étape 3, et même si vous ne suivez pas à 100% les questions, ça vous donnera quand même tous les points. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Pour le coup, c'est comme les 3 étapes des suites. Ces exercices-là, ce serait bien qu'ils soient faits pour le milieu de semaine prochaine, jusque jeudi inclus. Donc à compter de samedi, là maintenant, vous avez encore 5 jours pour les faire. Je vous garantis que ça va assez vite. Vous m'envoyez ça sur Messenger, comme d'habitude, et je validerai votre travail. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Et après ce chapitre-là, du coup, l'année serait terminée, on sera tous tranquilles. Oh non,